Ma mère nous obligeait à nous peser 2 fois chaque matin, sous prétexte que la première mesure pouvait être fausse, et son affection variait en fonction du chiffre affiché. Quand je lui ai demandé pourquoi elle nous infligeait ça, elle m'a pincé le ventre en lançant « Regarde ta sœur !» Elle a compris que la beauté, ça demande des sacrifices. Je l'ai fixée, incapable de répondre. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle croupit dans une prison de haute sécurité depuis qu'il y a eu une descente chez elle. Dès que j'ai eu 8 ans et ma grande sœur Chloé 9, ma mère est devenue complètement obsédée par notre poids. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi focalisé là-dessus. Les matins commençaient systématiquement par 2 passages sur la balance, parce qu'il ne fallait surtout pas faire confiance au premier chiffre. Si l'une de nous prenait ne serait-ce qu'un demi-kilo, on nous supprimait la télé, on nous interdisait de jouer dehors. La règle était simple, plus tu es lourde, moins tu mérites d'être aimée. Moi, la faim, je n'en pouvais plus. Je pensais sans arrêt à la nourriture. Alors j'ai trouvé la ruse. Grignoter des crackers en douce dans la salle de bain. Chloé, elle, est vite devenue la poupée parfaite de maman, tellement maigre qu'on voyait ses os. Tous les soirs, elle sautait sur place pendant 2 heures, de 20 à 22 heures. Elle mâchait la nourriture pour en garder le goût, puis la recrachait dans des mouchoirs en papier qu'elle planquait derrière les radiateurs à l'école. C'était vraiment n'importe quoi. Mais au lieu de s'inquiéter, maman la félicitait encore plus. Quand Chloé est descendue à 29 kilos à 12 ans, maman l'a emmenée faire du shopping pour 2000 $ au centre commercial. Jeans de créateur taille 00, top court pour montrer ses côtes, tout ce qu'elle désirait. « Regarde ta sœur », répétait maman en me pinçant le ventre. Elle a compris que la beauté, ça s'obtient en acceptant de souffrir. Moi, j'aurais voulu être cette fille qui n'a besoin de personne, qui s'en fiche de tout, mais ce n'était pas moi. J'ai quand même essayé à ma manière de gagner l'amour de ma mère. Je ramenais des notes impeccables, je faisais le ménage à fond chaque matin, je gagnais tous les concours de sciences, mais rien n'y faisait. Tu ferais mieux de mettre toute cette énergie au service de quelque chose d'utile, comme corriger ton alimentation, me lançait-elle sans arrêt. J'ai toujours su, au fond de moi, que ce qu'elle faisait était mauvais. Mais chaque fois que j'en parlais à la famille, ils ne voyaient que la silhouette parfaite de ma mère et me disaient que je devrais suivre son exemple. Du coup, j'ai fini par croire que c'était normal, jusqu'à mes 13 ans. C'est là que je suis rentrée à la maison et que j'ai trouvé Chloé, évanouie dans le couloir, une bouteille vide de pilules amaigrissantes traînant à côté d'elle, celle de maman. Je tremblais tellement en composant le 18, j'ai essayé de la mettre en position latérale de sécurité. En l'entendant chuchoter, j'ai approché l'oreille de ses lèvres. Je voulais juste perdre encore 2 kilos pour l'anniversaire de maman, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Et quand elle s'est réveillée à l'hôpital, sa première question a été de savoir si elle paraissait plus mince. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais perdu ma sœur. Après ça, j'ai mis un masque, juste pour tenir le coup. Je sautais le petit déjeuner et le dîner presque tous les jours. Je rentrais le ventre dès que ma mère était là, juste pour éviter qu'elle ne crie. Mais à 15 ans, tout a basculé. Mon père est enfin rentré de l'étranger où il travaillait depuis que j'étais petite. L'une de ses toutes premières décisions, ça a été de demander le divorce et la garde exclusive. Ma mère s'est battue, mais elle n'a pas pu justifier l'état de nos dossiers médicaux, à Chloé et à moi. Je suis donc partie vivre chez papa, et j'ai peu à peu réappris à manger normalement. Chloé, elle, a dit au juge qu'elle voulait rester avec maman. En terminale, j'allais bien, je faisais du volley, j'aimais manger. Avançons jusqu'à mes 18 ans. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ma mère, et papa m'a proposé de passer mon anniversaire avec elle et Chloé. J'ai accepté, en pensant que ça irait. Le jour venu, j'ai enfilé des vêtements larges pour éviter les réflexions sur mon corps, mais j'étais loin de m'attendre à ce qui m'attendait. Dès que Chloé a ouvert la porte, j'ai eu la nausée. Elle ressemblait à ces malades du cancer qu'on voit sur Internet, pommettes saillantes sous une peau translucide, bras d'allumettes, cheveux par poignée. « Chloé, mais qu'est-ce que tu as ? Oh là là, t'as tellement grossi !» m'a-t-elle lancé avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Mon cœur s'est brisé. Et avant que j'aie le temps de réagir, maman a surgi derrière elle. « Mais qu'est-ce que tu t'es fait ?» a-t-elle hurlé en m'attrapant le ventre. « Tu étais enfin sur la bonne voie, et regarde-toi maintenant. Tu me dégoûtes. » J'ai voulu partir, mais elle m'a bloqué la porte. « Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas bu ça », a-t-elle dit en sortant un substitut de repas, ceux en poudre immonde. « Ça fait 200 calories. Il faut que tu te reprennes. » J'ai refusé, alors elle a essayé de me forcer à avaler ce truc. L'odeur me donnait envie de vomir. C'était visiblement périmé, tout grumeleux. « Maman, arrête !» ai-je crié, mais elle a demandé à Chloé de me tenir pendant qu'elle essayait de m'ouvrir la bouche. Je hurlais, je pleurais, le liquide dégoulinait partout, et elle répétait « c'est pour ton bien », tout en essayant de me faire avaler ses produits. J'ai réussi à m'échapper et je suis allée m'enfermer dans la salle de bain pour appeler papa. Elle frappait à la porte. Maman hurlait que je choisissais la laideur et que je reniais tout ce qu'elle m'avait inculqué. Papa a appelé les secours et a foncé chez nous. Quand la police est arrivée, j'avais déjà vomi 3 fois, entre le stress et ce qu'elle m'avait mis de force dans la bouche. Les agents ont jeté un œil à Chloé et ont appelé les pompiers pour elle aussi. Ce que j'ignorais encore, c'est qu'on allait enfin pouvoir faire tomber maman. Les secours ont emmené Chloé sur une civière, pendant que je restais là à trembler, fixant la silhouette squelettique de ma sœur disparaître dans l'ambulance. Et là,
Elle a attrapé ma main de ses doigts osseux et m'a attiré contre elle. Elle a murmuré, presque inaudible, quelque chose qui m'a glacé d'effroi. Elle m'a aussi fait prendre des laxatifs ce matin. J'ai eu l'estomac noué. Dehors, maman hurlait sur les policiers à propos de ses droits parentaux, gesticulant et se donnant en spectacle devant tous les voisins qui étaient en sortie voir ce qui se passait. Un policier tentait de la rassurer pendant qu'un autre prenait des notes. Je suis montée dans l'ambulance avec Chloé, où un secouriste au visage doux a commencé à vérifier ses constantes vitales, l'air de plus en plus inquiet à chaque résultat. Le moniteur révélait une bradycardie alarmante, son cœur battait à peine assez pour la maintenir en vie. Mon téléphone a vibré. Maman suivait l'ambulance en voiture, m'envoyant des messages au volant. « Tu es en train de détruire notre famille. Comment as-tu pu nous faire ça ?» Le secouriste a marmonné en notant le poids de Chloé. 35 kilos. Il a secoué la tête, a ajusté la perfusion, et à notre arrivée à l'hôpital, tout est parti en vrille. Maman a freiné brutalement sur le parking puis a couru vers nous, brandissant des papiers et criant qu'elle détenait la procuration médicale. Je suis sa mère. Toutes les décisions médicales me reviennent. C'est à ce moment que papa s'est approché de l'entrée des urgences, document à la main. J'ai déposé une demande en urgence ce matin. Le juge Martinez l'a signée il y a 1 heure, a-t-il annoncé. Le visage de maman est passé du blanc au rouge écarlate. Papa s'y attendait. Il s'était préparé. Pendant que les brancardiers faisaient entrer Chloé par les portes automatiques, maman tentait de les suivre. La sécurité s'est interposée pour vérifier les papiers de chacun. Une assistante sociale, la trentaine, sourire compatissant et bloc-notes en main, est arrivée. « Bonjour, je suis Sarah du service social. J'ai besoin de parler avec la famille de Chloé au sujet de sa prise en charge. » Elle s'est tournée vers moi, le regard légèrement changé. « C'est vous la sœur qui a appelé les secours ?» J'ai acquiescé. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez pas eu de contact avec Chloé depuis 3 ans ? Pourquoi l'avoir laissée tomber alors qu'elle était malade ?» Sa question m'a sonné. J'ai tenté d'expliquer la guerre de la garde, les restrictions imposées par maman, mais Sarah continuait à écrire, l'air toujours inquiet. Maman en a profité pour m'enfoncer. Elle nous a abandonnés. Elle a choisi son père plutôt que sa famille, et maintenant elle revient et sème la pagaille. Une infirmière a passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Il faut commencer le traitement immédiatement. Qui prend les décisions médicales ? Pendant que papa et maman s'écharpaient sur les papiers, j'ai dû choisir. Rester auprès de Chloé ou aller faire ma déposition à la police, qui attendait pour tout consigner. Maman était déjà à l'accueil, penchée sur des formulaires, et je l'entendais glisser à l'infirmière. Ma fille cadette a des antécédents de violence. J'ai des textos où elle dit qu'elle voulait attenter à ma vie. L'infirmière a levé un sourcil, maman a sorti son téléphone et défilé de vieux messages. Je me souvenais de ces textos, envoyés à 13 ans juste après l'overdose de Chloé. Des bêtises d'ado du genre « Je te déteste tellement que je pourrais te faire du mal », après qu'elle m'ait forcé à me peser devant tout le monde. Les caméras de surveillance étaient à partout, l'une pointée sur l'accueil et enregistrant tout. Tant mieux, me suis-je dit, qu'il voit le vrai visage de maman. Papa est arrivé au moment où elle trouvait le médecin de Chloé, un homme épuisé, en blouse, et elle a aussitôt déballé ses inquiétudes sur ma santé mentale, mon retour après des années d'absence, et la crise qui s'ensuivait. Derrière eux, à travers la vitre du box de soins intensifs, les moniteurs de Chloé s'affolaient, son cœur partait en vrille. L'équipe médicale s'est précipitée, j'ai tenté de rejoindre le box mais le médecin m'a stoppé d'un geste. Ils administraient des médicaments, ajustèrent la perfusion, tentèrent de stabiliser son arythmie. Collée à la vitre, je me sentais impuissante. Derrière moi, maman continuait ses confidences à qui voulait l'écouter, l'infirmière de l'accueil tapait sur son clavier. J'ai entrevu l'écran. Selon la mère, la sœur a des problèmes de colère. Quand l'avocat de papa est arrivé 20 minutes plus tard, j'ai ressenti un bref soulagement. Enfin quelqu'un pour mettre de l'ordre. Mais il avait l'air inquiet en entraînant papa à l'écart. « On a un souci. » Elle enregistre toutes les conversations. Maman a souri, ce sourire glacial si familier, en brandissant son téléphone. J'ai tout documenté depuis 1 mois. Chaque interaction, chaque appel. Elle a lancé un enregistrement et ma voix a retenti dans la salle d'attente. Coupée, montée pour effacer tout contexte. Je te déteste assez pour te faire du mal. Le vigile s'est agité, mal à l'aise. Sarah, l'assistante sociale, a pris d'autres notes. Même l'avocat de papa semblait déstabilisé. Le problème, a-t-il soufflé, c'est que ces enregistrements peuvent tout compliquer. Si elle monte un dossier, une alarme a retenti dans le box. J'ai vu l'équipe médicale s'affairer autour de Chloé. Quelqu'un a prononcé le mot « code ». Ma sœur a fait un bref arrêt, mais ils l'ont réanimée. 2 policiers sont entrés, l'un tenant un sac de preuves. À l'intérieur, je reconnaissais les boîtes du sac de maman, les mêmes substituts de repas qu'elle m'imposait autrefois. L'agent a examiné une boîte de prêt. « Madame, ces produits sont périmés depuis 2019. » Et celui-ci, il a sorti une boîte avec un symbole tête de mort. « Ce produit est interdit à la vente depuis 2016. Où les avez-vous trouvés ?» Le masque de maman a commencé à se fissurer. « Ce sont des compléments prescrits par mon médecin. » « Quel médecin ?» a demandé l'agent en ouvrant son carnet. Avant qu'elle ne réponde, une autre responsable est arrivée. La protection de l'enfance. La femme s'est présentée et a regardé papa droit dans les yeux. « Nous avons reçu un signalement pour négligence médicale et mise en danger.
On va devoir enquêter sur les deux parents. Le visage de papa s'est décomposé. Il pensait nous sauver en se battant pour la garde, mais désormais il était lui aussi sous enquête. Les heures qui ont suivi sont devenues floues. Chloé a été stabilisée et transférée en soins intensifs. Maman a réussi à convaincre une partie du personnel que j'étais un obstacle à la guérison de ma sœur, leur montrant d'anciens posts sur les réseaux sociaux, des captures de moi mangeant une pizza en soirée étudiante. Regardez, elle fait l'apologie de la malbouffe. C'est une mauvaise influence pour Chloé. Sarah, l'assistante sociale, écoutait tout, me lançant par moments ce regard inquiet qui ne me quittait plus. Dès que les heures de visite ont été mises en place, l'hôpital m'a interdit l'accès à Chloé. Seuls les parents pouvaient entrer, et encore, un par un. Le téléphone de maman a sonné. Elle a décroché en prenant une voix tremblante, faussement effondrée, histoire de jouer la mère dévastée. J'ai tout de suite reconnu la personne à l'autre bout du fil. C'était mon ancienne coach de volley au lycée. Oui, coach Johnson, je suis vraiment très inquiète pour elle. Elle traverse une mauvaise passe. Peut-être que vous pourriez lui parler? Elle vous écoutait toujours. Sa stratégie s'étendait encore. Maman mobilisait ses relations, bâtissait patiemment sa version des faits. À peine avait-elle raccroché qu'elle appelait déjà une connaissance de son cours de pilates, celle qui travaillait à la chaîne de télé locale. Pendant ce temps, l'avocat de papa feuilletait un dossier épais, scrutant chaque page. Ses sourcils se sont froncés davantage quand il a mis la main sur un document. Regardez, une décision du tribunal qui date de 3 ans. Elle a eu l'autorité exclusive sur les décisions médicales. Il a tendu le papier à papa. Vous n'avez jamais fait opposition? Papa a secoué la tête, perdu. Je n'étais même pas au courant. J'étais à l'étranger à ce moment-là quand il s'est interrompu pour vérifier la date. C'était la veille de mon retour, juste avant que je demande le divorce. Maman manigançait son cou depuis longtemps déjà. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, noyé sous les notifications. J'avais posté un message sur les réseaux pour demander de l'aide, raconter ma version. Mais les réactions n'avaient rien de ce que j'attendais. Les copines de maman débarquaient avec des messages alarmistes. Ta mère est morte d'inquiétude pour toi. Il faut arrêter cette rancune familiale. Fais-toi aider avant que tu ne commettes l'irréparable. Elle avait activé tout son réseau contre moi. Chaque commentaire me dépeignait comme déséquilibrée, agressive, dangereuse. Certains rappelaient même d'anciennes menaces. Ces textos vieux de plusieurs années que maman avait déjà montrés à tout le monde. J'ai voulu répondre, m'expliquer, mais les messages fusaient plus vite que je ne pouvais écrire. Quelqu'un a même capturé mon post pour le partager dans un groupe de mamans du coin, avec cette légende, cette pauvre mère obligée de gérer une fille violente. Papa a posé la main sur mon épaule. Ne rentre pas dans leur jeu. Tu ne ferais que lui donner raison. Mais le mal était fait. Mon téléphone a encore sonné. Coach Johnson, mon ancienne entraîneuse. J'ai décroché, espérant un peu de soutien. Salut ma grande, je viens d'avoir ta mère au téléphone. Elle se fait un sang d'encre pour toi. On devrait peut-être organiser une thérapie familiale, tu sais? Je connais un bon spécialiste. Même elle avait choisi son camp. J'ai raccroché sans un mot. Le lendemain matin, en me réveillant chez papa, j'ai aperçu une camionnette de la télé garée devant la maison. Le journal du matin diffusait un reportage sur les conflits familiaux et les drames à l'hôpital. Maman, impeccable et les yeux brillants, y donnait une interview où elle présentait sa fille à problème, responsable d'un esclandre lors d'une réunion de famille. La journaliste, que je reconnaissais du cours de pilates de maman, n'a posé aucune question épineuse. Rien sur les substituts de repas périmés, rien sur l'état de Chloé. Juste maman dans son rôle de victime devant les caméras. À l'hôpital, la situation ne faisait qu'empirer. Dès que j'ai voulu voir Chloé, la sécurité m'a arrêtée à l'entrée. Une nouvelle information figurait dans leur système. Une ordonnance d'éloignement venait d'être déposée. Maman est arrivée au bout du couloir, brandissant des papiers officiels. C'est pour la sécurité de tous, a-t-elle lancé assez fort pour que le vigile entende bien. Ma fille a proféré des menaces. Elle s'acharne sur nous. J'ai des preuves. Elle a montré à l'agent son téléphone, des enregistrements montés, les vieux textos, des témoignages de ses amis. Le regard du vigile a changé, sa main s'est approchée de sa radio. L'avocat de papa a vérifié les documents. C'est provisoire, mais si c'est confirmé, il a soupiré. Tu ne pourras plus t'approcher à moins de 150 mètres de ta mère, ni aller voir Chloé à l'hôpital. À nouveau, maman a esquissé ce sourire froid. Elle avait remporté la manche. Le soir, la compagne de papa l'a appelée. Je l'entendais à travers la porte. Elle ne voulait pas s'impliquer dans une histoire aussi malsaine. Elle le quittait. Le stress contaminait tout le monde. Alors j'ai pris ma décision. Si maman voulait la guerre, j'étais prête à me défendre. Je me suis souvenue qu'elle avait une sœur, Anne, qu'elle avait rayée de la famille depuis des années. On n'en parlait jamais, mais j'avais retrouvé Anne sur Facebook. Elle habitait à 2 régions d'ici, mais suivait toute l'affaire sur Internet. Je lui ai écrit « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé entre toi et maman ». Elle a répondu aussitôt « J'attends cette question depuis des années ». On a convenu d'un appel vidéo le soir même. Ce qu'Anne m'a raconté a tout changé. Elle a sorti d'anciens journaux intimes, des pages où elle décrivait les régimes imposés, les pilules données par leur mère, la compétition maladive entre elles. Elle m'a fait pareil, a confié Anne en me montrant une photo du lycée. Quand j'ai voulu en parler, elle a persuadé tout le monde que j'étais jalouse, que j'inventais tout pour attirer l'attention. Une page de journal m'a glacé le sang.
Anne y évoquait les pilules minceurs de leur mère, comment la mienne les lui volait pour les lui donner, la même marque que j'avais vue dans le sac de preuves. Elle a tout appris de notre mère, a ajouté Anne. Et après sa mort, la tienne a gardé toute sa réserve de médicaments, soi-disant pour des raisons sentimentales. J'avais désormais de quoi me défendre, mais y recourir, c'était déclencher une guerre totale. Le lendemain, j'ai tenté d'enregistrer maman à la sauvette sur le parking de l'hôpital, cachant mon téléphone en prétendant écrire un message alors qu'elle approchait. Mais elle l'a tout de suite remarqué. Son attitude a changé du tout au tout. Les larmes instantanées, la main sur le cœur. « Pourquoi tu fais ça à notre famille ?» a-t-elle hurlé pour que tout le parking l'entende. « Tu ne nous as pas déjà assez fait souffrir ?» Les gens se sont arrêtés. Certains ont sorti leur téléphone pour filmer. Maman jouait la comédie à la perfection. La mère anéantie par sa fille instable. Quand j'ai baissé mon téléphone, elle m'a lancé un bref sourire narquois, une fraction de seconde avant de relancer ses larmes. Cet après-midi-là, l'ordonnance d'éloignement temporaire a été prononcée. Je n'avais plus le droit de voir Chloé, d'approcher maman, ni même d'entrer dans le même bâtiment qu'elle. Le juge avait passé au crible toutes les preuves que maman avait rassemblées, des enregistrements, des textos, des témoignages de voisins inquiets. Officiellement, il m'était interdit de voir ma propre sœur sur son lit de mort. L'avocat de papa n'a pas mâché ses mots. Elle prépare ce scénario depuis des années. Chaque échange, chaque message, chaque repas de famille, elle s'en sert pour monter son dossier. Et Chloé alors ? Ai-je répliqué. Elle a besoin d'aide. Ta mère détient la garde et l'autorité médicale, sauf si on parvient à prouver qu'elle met Chloé en danger. Mais c'est le cas. Ces médicaments périmés, les laxatifs dont Chloé a parlé, c'est ta parole contre la sienne. Et pour l'instant, il y a une ordonnance à ton encontre et des témoins qui affirment que tu es instable. C'est là que j'ai compris l'ampleur de ce à quoi je me heurtais. Il ne s'agissait plus d'une mère autoritaire ou abusive. Elle avait bâti tout un système pour se couvrir, pour ne jamais avoir à répondre de rien. Elle avait même utilisé ma propre colère et mes erreurs d'adolescente comme preuve contre moi. Mais je n'étais plus la gamine de 13 ans terrorisée, celle qui envoyait des textos furieux. Aujourd'hui, j'avais des alliés, le témoignage d'Anne, le soutien de papa, même si ça lui coûtait cher. Et surtout, j'avais la vérité avec moi. La bataille pour sauver Chloé ne faisait que commencer, et je prenais enfin la mesure de l'ennemi. Pas simplement maman, mais des années de manipulation, un réseau de complices et un système qui faisait davantage confiance à une mère tirée à 4 épingles qu'à une fille désespérée. Je revoyais Chloé dans l'ambulance, me glisser à l'oreille. Elle m'a encore forcé à prendre des laxatifs ce matin. Ma sœur comptait sur moi, et cette fois, il était hors de question que je la laisse tomber. Le réseau de maman a frappé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Quelques heures à peine après l'ordonnance, un mail de la fac m'annonçait que j'étais placée en probation académique, le temps d'une enquête sur mon comportement jugé préoccupant. Le message évoquait des signalements anonymes quant à ma supposée violence et me recommandait vivement de consulter avant de remettre les pieds sur le campus. Je suis restée figée dans la cuisine de papa, les yeux rivés à l'écran, pendant qu'il faisait les 100 pas derrière moi, son téléphone n'arrêtant pas de vibrer, des clients qui annulaient, son patron qui lui suggérait de se mettre en retrait pour s'occuper de la famille. L'influence de maman s'infiltrait partout, comme du poison. Anne a appelé ce soir-là avec de nouvelles révélations. En fouillant de vieilles photos, elle était tombée sur un truc vraiment glauque. Des clichés d'enfance où leur mère avait entouré au stylo les zones à corriger sur leur corps. Sur une des photos, maman posait fièrement à côté d'Anne, visiblement maigre à faire peur, un diplôme à la main d'un pseudo-camp minceur. Elle gardait ça comme des trophées, a murmuré Anne, la voix brisée, même après que je lui ai supplié de tout jeter. Je lui ai demandé de tout scanner et de m'envoyer ses documents. On avait besoin de preuves, d'une trace concrète d'un schéma qui se répétait de génération en génération. Mais au fil des fichiers, j'ai repéré un détail étrange dans les métadonnées. Les scans dataient toutes de la semaine dernière. Quand j'ai demandé des explications à Anne, elle a hésité avant d'avouer « Ta mère m'a contacté il y a 1 mois. Elle disait s'inquiéter pour toi, que tu montrais des signes de trouble. Elle voulait savoir s'il y avait des antécédents familiaux à signaler. Un frisson m'a glacé. Maman avait semé le doute partout, même auprès d'Anne. À combien d'autres avait-elle parlé? Combien d'autres mauvaises surprises m'attendaient? Le lendemain matin, ça a recommencé. Madison, l'amie de Chloé qui voyait l'avocat de maman, s'est pointée chez papa. Elle avait l'air épuisée, des cernes énormes sous les yeux. « Il faut que je te parle », a-t-elle lancé, nerveuse, en regardant derrière elle. « À propos de l'avocat. En fait, on n'est pas vraiment ensemble. Ta mère l'a engagé pour se rapprocher de moi, pour soutirer des infos sur Chloé. Elle a tout expliqué, comment il l'avait abordée à la salle de sport, comment chacune de leurs rencontres soi-disant par hasard avait été planifiée. Maman utilisait Madison comme espionne, à son insu, depuis des mois, récupérant des renseignements sur la santé réelle de Chloé, sur ses états d'âme. Elle savait que Chloé allait de plus en plus mal, a soufflé Madison. Elle le savait, et ça ne lui faisait rien. Tout ce qui comptait, c'était de trouver de quoi te nuire. Je lui ai demandé si elle pouvait témoigner, mais elle a refusé. J'ai signé un papier. Je croyais que c'était une clause de confidentialité standard, mais elle a sorti un document froissé. En gros, si je dis quoi que ce soit sur leur relation professionnelle, je risque 50 000 $ d'amende. L'avocat de papa a jeté un œil au papier. Il était béton. Maman avait pensé à tout. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'aller à l'hôpital malgré l'ordonnance. Je ne pouvais pas approcher Chloé, mais je voulais parler au personnel, essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Je me suis garée en face,
J'ai observé l'entrée en attendant le changement d'équipe, en espérant croiser une infirmière ou un médecin. C'est là que j'ai vu maman sortir avec une inconnue, habillée de fringues hors de prix et un sac de marque à l'épaule. Elle riait, maman posait la main sur son bras comme si elles étaient complices. Je les ai suivies jusqu'à un café tout près, en restant à bonne distance. Par la vitrine, j'ai vu maman sortir des papiers, montrer différents passages, l'autre femme acquiesçait. Puis elle a signé quelque chose et a remis à maman une enveloppe qui avait l'air bien garnie. J'ai pris quelques photos en zoomant au maximum avec mon téléphone. Quand elles sont parties, j'ai attendu un peu avant d'entrer. Le serveur, un jeune avec des écarteurs, nettoyait encore leur table. Excusez-moi, question un peu bizarre, mais les deux femmes qui étaient là, elles viennent souvent? Il a haussé les épaules. La blonde, elle vient beaucoup en ce moment. Elle voit toujours des gens différents, toujours avec des papiers. J'ai cru qu'elle bossait dans l'immobilier ou un truc comme ça. Je l'ai remerciée et je suis repartie, la tête pleine de soupçons. Maman voyait du monde, brassait de l'argent, mais pourquoi faire? La réponse n'a pas tardé. Le soir même, papa a reçu un appel de sa banque. Quelqu'un avait tenté d'accéder à ses comptes bancaires avec de vieilles infos, des questions de sécurité comme le nom de jeune fille de sa mère, son premier animal de compagnie, toutes ces choses que seule maman pouvait savoir. La banque avait flairé l'arnaque, mais il était évident ce qu'elle cherchait à faire. Elle veut me plumer, a lâché papa en s'effondrant sur sa chaise. Elle veut me laisser sans un sou pour payer les avocats. On a passé la nuit à sécuriser tous ses comptes, changer chaque mot de passe, mettre des alertes, appeler les agences de crédit. Mais le mal était déjà fait. La carte bancaire de papa s'est mise à être refusée. En appelant la banque, il a découvert que quelqu'un les avait signalées comme volées. Les cartes ont été bloquées. Il faudrait patienter une bonne semaine avant d'en recevoir de nouvelles. Maman s'acharnait à détruire, petit à petit, notre capacité à nous défendre. Le lendemain, Sarah, l'assistante sociale de l'hôpital, m'a appelée. Elle voulait me voir, disait qu'elle avait des doutes sur les soins prodigués à Chloé, mais qu'elle ne pouvait rien dire au téléphone. On s'est donné rendez-vous dans un petit resto du centre. Elle est arrivée, tendue, le regard rivé sur son téléphone. Une fois assise, elle a fait glisser un dossier vers moi. « Je ne devrais pas te montrer ça », a-t-elle soufflé. Mais il y a quelque chose qui cloche. À l'intérieur, il y avait plusieurs versions des formulaires d'admission de Chloé, chacune avec des infos différentes. Poids, antécédents médicaux, contacts d'urgence, et toutes signées par maman, toutes datées du même jour. Sarah m'a expliqué qu'elle changeait sans cesse de version. Une fois Chloé pesait 41 kilos, puis 38, puis 35. Selon les formulaires, le trouble alimentaire datait d'1 an, de 3 ans ou de l'enfance. On aurait dit qu'elle cherchait le récit qui aurait le plus d'impact. J'ai passé en revue les papiers, suivant la logique de l'escalade. Maman testait les réactions, essayant de comprendre ce qui déclencherait les bonnes réponses. Dans la dernière version qui a permis l'admission de Chloé en soins intensifs, elle la décrivait comme gravement malade, mais rejetait toute la faute sur ma visite. Il y a autre chose, a ajouté Sarah. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos prises dans la boutique de l'hôpital. Ta mère achète plein de choses, des fleurs, des cartes, des chocolats, mais rien de tout ça n'atterrit dans la chambre de Chloé. Sur les photos, on voyait maman à la caisse, achetant des bouquets énormes, des peluches, des ballons, des cadeaux pour des centaines d'euros. Elle offre tout ça au personnel, a continué Sarah, à différentes infirmières, médecins, administrateurs, toujours accompagnés d'un mot pour les remercier de prendre soin de sa fille. Elle achetait leur sympathie, tissant autour d'elle un réseau de soignants convaincus qu'elle était la mère parfaite, dévouée, généreuse. Pas étonnant que tout le monde lui donnait raison. Sarah s'est penchée vers moi. Je fais ce boulot depuis 10 ans. Des parents toxiques, j'en ai vu. Mais là, elle a secoué la tête. C'est autre chose. Elle ne se contente pas de manipuler le système, elle le façonne à son image. Je lui ai demandé si elle accepterait de témoigner, de nous aider à monter un dossier. Elle a mordu sa lèvre, clairement prise entre deux feux. J'aimerais vraiment t'aider, mais elle s'est déjà plainte de moi auprès de ma supérieure. Elle m'accuse de ne pas être impartiale. Encore une plainte et je risque de perdre mon poste. Encore une alliée de moins. Maman menait sa partie d'échecs sans jamais faiblir. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je ne cessais de penser à Chloé, seule dans sa chambre d'hôpital, sûrement abreuvée de nouveaux mensonges par maman. Il fallait que je trouve un moyen de lui faire passer un message, de lui dire que je me battais pour elle. Et tout à coup, je me suis souvenue. Avec Chloé, on avait partagé une adresse mail quand on était enfant. On s'en servait pour écrire des histoires à 4 mains, chacune ajoutant son paragraphe à tour de rôle. Maman n'en avait jamais rien su. Le mot de passe, c'était notre 2e prénom suivi de nos dates de naissance. J'ai tenté ma chance, le cœur battant, et je me suis connectée. Le compte existait encore. Dans les brouillons, un nouveau message m'attendait. De Chloé, daté de la veille. Je sais que tu essaies de m'aider. Maman dit que tu es malade, que tu veux nous faire du mal. Mais je n'ai pas oublié ce que tu as fait quand j'ai avalé ces comprimés. Tu m'as sauvée. Elle me donne encore plus de trucs. D'autres comprimés. Elle prétend que ce sont des vitamines, mais ça me rend encore plus mal. J'ai peur. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai fondu en larmes en lisant ces mots. Chloé me tendait la main comme elle pouvait, à travers notre vieille complicité. J'ai commencé à rédiger une réponse, lui expliquant la demande de garde déposée par papa, les preuves qu'on rassemblait. Mais avant d'avoir pu finir, le compte s'est déconnecté tout seul. En réessayant, le mot de passe avait été changé. Maman avait compris. Elle devait surveiller ce compte depuis le début, guettant le moindre message. Maintenant, elle avait la preuve que j'avais tenté de contacter Chloé, même par mail, ce qui était interdit. Et comme prévu, dès le lendemain matin, l'avocat de papa a appelé.
Maman avait déposé une requête d'urgence, m'accusant d'harceler Chloé sur Internet, de manipuler une patiente vulnérable. Elle réclamait le prolongement de l'ordonnance d'éloignement et même des poursuites pénales. L'audience était prévue pour le lendemain. L'avocat a dit qu'il nous fallait des témoins prêts à attester de mon sérieux. Mais dès qu'on a commencé à appeler, on s'est rendu compte que maman avait tout préparé. Mon conseiller universitaire m'a parlé de signalements inquiétants sur mon comportement. D'anciennes coéquipières de volée ont expliqué qu'on leur avait dit de se méfier de moi. Même le patron du resto où j'avais bossé l'été avait reçu un coup de fil au sujet d'éventuels incidents avec des clients. Rien de tout ça n'était vrai, mais le doute était semé. Qui voudrait témoigner pour quelqu'un avec une réputation pareille? Désespérée, je me suis tournée vers la seule personne que maman n'aurait pas pensé à influencer. Mon ancien prof de chimie, Monsieur Peterson, parti à la retraite sur la côte l'an dernier. Quand je l'ai appelé, il a écouté toute l'histoire sans rien dire. Je me suis toujours demandé ce qui se passait chez vous, a-t-il fini par admettre. Toi et Chloé, on voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais ta mère était partout, attentive à tout. Elle a réussi à nous avoir, tous. Il a accepté de rédiger une attestation de moralité, mais il m'a prévenu que ça risquait de ne pas suffire. Elle a eu des années pour peaufiner son histoire. Toi, tu débarques à peine. La veille de l'audience, je me suis installée avec papa pour revoir tout ce qu'on avait rassemblé. Le témoignage d'Anne sur leur enfance, les vieux substituts de repas périmés, les remarques de Sarah sur les achats à la boutique de souvenirs, la révélation de Madison au sujet de l'avocat. Il y en avait un paquet, mais l'avocat de papa n'était pas convaincu. Tout ça, c'est juste du contexte, a-t-il soupiré. Elle trouvera une explication pour chaque détail. Et avec ses témoins à elle, alors que tu n'as presque personne derrière toi, il n'a même pas eu besoin de finir. On savait déjà qu'on était en train de perdre. C'est là que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, puis j'ai décroché, sans trop savoir pourquoi. C'est bien la sœur de Chloé? La voix d'un homme, jeune, nerveux. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jake. Je suis infirmier à l'hôpital. Je travaille de nuit. Il faut que je vous parle de votre sœur. On s'est retrouvés dans un resto ouvert toute la nuit, pas loin de l'hôpital. Jake est arrivé en uniforme, les traits tirés, l'air inquiet. Il jetait des coups d'œil partout, comme s'il avait peur de voir débarquer maman d'un instant à l'autre. Je risque de tout perdre, mon diplôme, mon boulot, a-t-il lancé. Mais je peux plus garder ça pour moi. Il a sorti son téléphone et m'a montré des photos prises pendant ses gardes. Le carnet de traitement de Chloé, avec des dosages qui n'avaient aucun sens. Des médicaments censés être donnés avec de la nourriture étaient administrés à jeun. D'autres doses étaient beaucoup trop élevées pour son poids. Votre mère insiste pour assister à chaque prise de médicaments, a expliqué Jake. Elle prétend que Chloé se braque, qu'il faut l'encourager. Puis il m'a montré une autre photo, le sac à main de maman, posé, entrouvert, sur la table de chevet. À l'intérieur, au milieu des trucs habituels, des comprimés, de toutes formes, de toutes couleurs, sans aucune boîte, rien de prescrit. Elle en rajoute en douce, a soufflé Jake. Je l'ai vu faire. Elle écrase des comprimés dans le jus de pomme, mélange des poudres dans les shakes protéinés. La seule fois où j'ai osé demander, elle m'a assuré que c'était des vitamines, prescrites par le médecin habituel de Chloé. Mais je suis infirmier depuis 5 ans. Je sais reconnaître des vitamines, et ça n'en était pas. Je lui ai demandé s'il avait signalé tout ça. Il a fait non de la tête. À qui? Elle est copine avec la cadre de nuit. Elle distribue des cafés au chef de service. Tout le monde l'adore. Si je parle, on me prendrait pour un fou. Mais Jake avait tout archivé. Les horaires, les dates, les photos. Il avait même réussi à récupérer un des comprimés que maman avait tenté de faire prendre à Chloé pour pouvoir le faire analyser. Votre sœur va de plus en plus mal à cause de ses médicaments, a-t-il soufflé. Son corps ne suit plus. Mais les médecins ne voient qu'une patiente anorexique qui stagne. Personne ne pose de questions. Je lui ai demandé s'il accepterait de témoigner à l'audience. Il est devenu livide. Je peux pas. Si jamais ça se sait, si elle apprend que je vous ai parlé, j'ai compris. Maman avait tissé sa toile partout. Mais Jake m'a remis les photos, toute sa documentation. C'était déjà énorme. À la sortie du resto, il m'a attrapé par le bras. Il y a autre chose. Votre mère veut faire transférer Chloé dans une clinique en Arizona. Elle prétend que c'est un établissement spécialisé. Mais j'ai vérifié. Ça n'existe pas. L'adresse qu'elle a donnée, c'est du désert. Rien d'autre. Un frisson glacé m'a parcouru. Maman planifiait de faire disparaître Chloé. J'ai aussitôt appelé l'avocat de papa, mais il était réticent à l'idée d'utiliser les infos de Jake, signalant que des preuves obtenues illégalement pourraient se retourner contre nous. L'audience approchait, 6 heures tout juste. On avait les preuves de la maltraitance de maman, mais aucun moyen légal de les présenter. Nos témoins avaient trop peur pour parler. Le système entier était verrouillé par maman. Mais on avait une carte que personne n'attendait, Chloé elle-même. Dans tous ces scénarios, ces manipulations, maman avait commis une erreur. Elle avait cru que Chloé resterait docile, obéissante, incapable de se défendre. Elle n'avait jamais envisagé que Chloé trouverait un moyen de riposter. Le brouillon de mail que Chloé avait laissé n'était pas juste un cri d'alarme. Elle y avait glissé des messages, cachés dans le texte, en utilisant notre vieux code d'enfant, les noms des comprimés de maman, les horaires où elle devait les prendre, des détails que maman lui avait confiés, persuadée que Chloé était trop faible pour s'en souvenir. Chloé avait, elle aussi, rassemblé des preuves, et elle avait réussi à les transmettre, même depuis son lit d'hôpital, même sous la surveillance constante de maman. L'audience approchait, 6 heures à peine. Maman croyait avoir gagné, mais la guerre pour la vie de Chloé ne faisait que commencer. L'audience d'urgence a été avancée à la dernière minute. À 6 heures du matin, le téléphone de papa a sonné. Le juge voulait nous voir à 8 heures, circonstance exceptionnelle.
On s'est précipité pour se préparer. Papa tremblait tellement qu'il avait du mal à nouer sa cravate. Les marches du tribunal étaient glissantes de rosée quand nous sommes arrivés. Maman était déjà là, flanquée de ses soutiens. 3 femmes de son cours de pilates, l'entraîneuse de volley, même la journaliste qui l'avait interviewée. Elle formait un rempart autour d'elle pendant qu'elle s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Dans la salle, j'ai repéré Madison, assise tout au fond, qui fuyait mon regard. L'avocat avec qui elle sortait était à la table de maman, concentré sur ses notes, réajustant ses boutons de manchette. L'avocat de papa avait l'air exténué, les traits tirés par la nuit blanche. La juge Catherine Winters est entrée, une femme ferme d'une 60aine d'années, la même qui avait présidé la première affaire de garde des années auparavant. Elle a pris son temps pour examiner la demande de prolongation de l'ordonnance d'éloignement, pendant que l'avocat de maman débitait ses preuves. Enregistrements trafiqués, intrusion dans la boîte mail, témoignages de voisins inquiets sur mon comportement instable. Quand notre tour est venu, l'avocat de papa s'est levé, lentement, et a présenté les extraits du journal d'Anne, les photos des substituts de repas périmés, le dossier de Jake sur les anomalies de médication. Mais la juge Winters hochait la tête, l'air de plus en plus sceptique à chaque pièce présentée. Tout cela relève de rumeurs et d'informations obtenues de façon illégale, lança-t-elle en me fixant droit dans les yeux. Mademoiselle, avez-vous consulté les messages de votre mère sans sa permission? J'allais expliquer le message caché de Chloé, mais l'avocat de papa posa une main sur mon bras. Il valait mieux ne rien reconnaître, cela n'aurait fait qu'enfoncer maman. La juge examina les pièces du dossier pendant une vingtaine de minutes. Maman, quant à elle, n'a pas bougé d'un millimètre, se contentant parfois d'essuyer une larme. Elle jouait parfaitement son rôle de mère inquiète, désespérée de protéger sa fille malade d'une sœur pleine de rancœur. Je prolonge l'ordonnance d'éloignement, finit par annoncer la juge Winters, et je transmets le dossier au parquet pour envisager d'éventuelles poursuites pénales pour cyberharcèlement et harcèlement moral. Mon cœur se serra. Des poursuites pénales, cela voulait dire que je pouvais finir en prison. Mais soudain, la porte de la salle s'ouvrit à la volée. Sarah, l'assistante sociale, entra en trombe, un gros dossier sous le bras, le visage écarlate et les cheveux en bataille comme si elle avait traversé toute la ville en courant. Votre honneur, excusez-moi d'interrompre, j'ai des éléments urgents au sujet de la santé de l'enfant concerné. La juge, agacée, lui fit signe de s'approcher. Sarah déposa le dossier sur le bureau. Voici les rapports médicaux de Chloé des 3 derniers jours. Son état s'est gravement aggravé. Elle souffre d'un syndrome de réalimentation à cause d'une mauvaise prise en charge nutritionnelle. Selon le médecin, il y a eu des interférences dans son traitement. L'avocate de maman bondit de sa chaise. Madame la juge, c'est totalement irrégulier. Cette dame n'est pas impartiale. Asseyez-vous, maître, coupa sèchement la juge. Elle parcourut les documents médicaux, son visage se durcissant de page en page. Sarah continua. Et il y a autre chose. Les caméras de l'hôpital montrent Madame, nom de famille de maman, en train d'introduire des substances inconnues dans la sonde de Chloé. Elle a prétendu auprès du personnel qu'il s'agissait de compléments prescrits, mais aucun médecin n'en a connaissance. L'assistance s'agita aussitôt, les soutiens de maman murmurant frénétiquement. Maman, livide, se leva et me désigna du doigt. « C'est elle! Elle monte tout le monde contre moi. Je veux juste sauver ma fille. » La juge Winters tapa du marteau. « Silence, madame. Asseyez-vous tout de suite. » Sarah sortit son téléphone et montra la vidéo à la juge. Même de ma place, je voyais maman écraser des comprimés dans la poche d'alimentation de Chloé. Cela datait de la veille, après la fin des visites. « Madame la juge, » insista Sarah, « la protection de l'enfance réclame une intervention immédiate. La vie de Chloé est en jeu. » Le regard de la juge devint implacable. Elle se tourna vers l'avocate de maman. « Maître, comment expliquez-vous les agissements de votre cliente sur cette vidéo ?» L'avocate feuilleta nerveusement ses papiers. « Je n'étais pas informée de cette preuve. J'aurais besoin de temps pour consulter ma cliente. » « Vous aurez tout le temps qu'il faut, » coupa la juge. « Monsieur l'huissier, veuillez placer madame un nom de famille de maman en garde à vue pour enquête pour mise en danger d'enfant. » Le cri de maman résonna dans la salle. « Non, vous ne comprenez pas. Elle a besoin de ses compléments. Sinon, elle prendra du poids. Je la protège. » Alors que l'huissier s'approchait, maman tenta de s'enfuir, renversant la mallette de son avocate et répandant les papiers sur le sol. Ses soutiens s'écartèrent devant elle, mais 2 autres huissiers l'attendaient à la porte. Ils la maîtrisèrent et la menottèrent tandis qu'elle continuait à crier qu'elle sauvait Chloé de l'obésité. Au milieu du tumulte, j'aperçus Madison, en larmes, au fond de la salle. Elle s'avança jusqu'à l'avocat de papa, portable en main. « Je l'ai enregistré », murmura-t-elle. L'avocate, la semaine dernière, lors du dîner, elle me soufflait quoi dire sur Chloé. Je sais que j'ai signé cet accord, mais elle jeta un coup d'œil à maman, emmenée par les huissiers. Je ne peux pas laisser Chloé mourir à cause de ça. La juge réclama le silence. Peu à peu, le calme revint. Elle croisa mon regard, son expression s'adoucit. « Jeune fille, même si vos méthodes étaient discutables et illégales, il est évident que vous cherchiez à protéger votre sœur. Je lève l'ordonnance d'éloignement et je recommande au parquet de ne pas engager de poursuite. » Elle leva l'index. « En revanche, il vous est interdit d'entrer en contact avec votre mère tant que l'enquête pénale n'est pas terminée. » Est-ce clair? J'acquiesçais, les larmes coulant sur mes joues. Concernant la prise en charge de Chloé, poursuivit la juge, je confie l'urgence de la garde à monsieur nom de famille de papa, avec effet immédiat. Les services sociaux assureront le relais et le soutien nécessaire. Tout s'enchaîna ensuite très vite. Maman fut conduite à la maison d'arrêt pour l'enregistrement. Papa courut à l'hôpital pour prendre les décisions médicales concernant Chloé.
Sarah promit d'accélérer la procédure de changement de garde. Madison remit ses enregistrements à l'avocat de papa, quitte à en subir les conséquences. À l'hôpital, j'ai enfin pu voir Chloé. Elle paraissait encore plus mal en point que dans mon souvenir. Sa peau était grisâtre. Les machines surveillaient ses moindres signes vitaux. L'infirmière m'expliqua que les comprimés donnés par maman étaient un cocktail dangereux de diurétiques, de laxatifs et de stimulants périmés qui avaient mis la santé déjà fragile de Chloé en péril. Papa était assis d'un côté du lit, moi de l'autre. Aucun de nous ne disait un mot. À quoi bon? Nous avions remporté la bataille juridique, mais Chloé n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ce soir-là, Jake me retrouva à la cafétéria de l'hôpital. Il s'assit en face de moi et fit glisser les résultats d'analyse. Le médicament que j'ai retrouvé, il contenait une substance interdite depuis 2016, celle-là même qui a provoqué la mort de 3 personnes dans une clinique minceur au Nevada. Il secoua la tête. Ta mère lui donnait du poison. Je fixais les résultats, abasourdi. Toutes ces années où maman prétendait nous aider, nous sauver de l'obésité, elle avait lentement détruit Chloé à la place. Les jours suivants, d'autres vérités éclatèrent. La police fouilla la maison de maman et découvrit des stocks de produits amaigrissants périmés, pour certains là depuis des décennies. Anne prit un avion pour venir témoigner à son tour sur le comportement de leur mère. Le procureur ouvrit une enquête pour tentative d'homicide, même si l'avocat de papa avertit que le chef d'inculpation serait probablement requalifié en maltraitance aggravée sur mineur. L'entourage de maman s'effondra en un rien de temps. Même ses amis de Pilates prirent leur distance. L'entraîneur de volley a fini par appeler pour présenter ses excuses, avouant qu'il s'était laissé influencer. La journaliste, elle, a essuyé une vague de critiques pour le manque d'objectivité de ses articles. Petit à petit, tout le réseau de soutien que maman avait mis tant d'années à bâtir s'est effondré autour d'elle. Mais il était trop tard, le mal était fait. Chloé restait dans un état critique. Des années de malnutrition avaient laissé des séquelles sur son cœur, ses os, ses organes. Les médecins, très prudents, parlèrent davantage de stabilisation que de guérison. Je passais tout le temps que l'hôpital m'autorisait auprès d'elle. Papa avait pris un congé. Son patron, soudain plein de compassion après la médiatisation de l'affaire, avait accepté sans discuter. On se relayait sans relâche près de Chloé, à lui lire des histoires, à lui faire écouter sa musique préférée. Au 5e jour, elle a ouvert les yeux. Ses lèvres ont frémi, comme si elle cherchait ses mots. Je me suis approchée. « Est-ce que maman va venir ?» a-t-elle chuchoté. J'ai senti mon cœur se briser. Même après tout ça, elle n'était encore qu'une petite fille qui attendait un mot, un geste de sa mère. « Non », ai-je murmuré. « Maman ne peut pas venir. » Les larmes ont envahi le regard de Chloé. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai repris du poids? Papa lui a serré la main doucement. « Non, ma puce, tu n'as rien fait de mal. C'est maman qui est malade. C'est elle qui t'a fait du mal. Maintenant, c'est nous qui allons veiller sur toi. » Les médecins avaient été clairs. Il faudrait des mois pour déconstruire l'endoctrinement, et la guérison physique prendrait encore plus de temps. Il fallait réapprendre à Chloé que la nourriture n'était pas son ennemi, mais ce qui lui redonnerait la vie. Désapprendre tout ce que maman lui avait inculqué. 2 semaines plus tard, l'avocat de maman a pris contact avec papa. Elle voulait négocier un arrangement. Elle accepterait de plaider coupable pour mise en danger d'enfant, à condition d'obtenir un droit de visite surveillé après sa cure. Papa a immédiatement jeté la lettre. Elle n'a pas à négocier, a-t-il tranché. Pas après ce qu'elle a fait. Le procureur était sur la même longueur d'onde. Avec toutes les preuves accumulées, maman risquait jusqu'à 15 ans de prison. Le procès s'annonçait lourd, mais c'était indispensable. Après 3 semaines passées en soins intensifs, Chloé a été admise dans un centre spécialisé pour les troubles alimentaires. Le coût était exorbitant. Papa avait épuisé toutes ses économies, mon compte destiné à la fac n'existait plus. Et là, tante Julie a créé la surprise en nous proposant de nous aider financièrement. J'aurais dû voir ce qui se passait, a-t-elle avoué lors d'une visite. Toutes ces années, je pensais juste que ta mère était stricte. Je n'avais pas compris. Elle s'est tue, rongée par la culpabilité. Madison, elle, n'est venue rendre visite à Chloé qu'une fois que les médecins ont jugé que c'était possible. Elle est arrivée avec des fleurs et des excuses. « Je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. « Je croyais bien faire. C'est ta mère qui m'a fait croire que tout venait de toi. » Chloé s'est contentée de la regarder, trop épuisée pour en vouloir ou pardonner. Le centre imposait des règles strictes. Aucune nourriture extérieure n'était autorisée, les visites étaient rares et très encadrées. Les séances de groupe étaient obligatoires, l'accompagnement individuel quotidien. Au début, Chloé ne supportait pas. Elle suppliait papa de la ramener à la maison. Puis, peu à peu, elle a fini par s'ouvrir. J'ai repris la fac quand le procureur m'a confirmé que je n'avais rien à craindre. Mes professeurs ont été compréhensifs face à mes absences. Dès que l'administration a été informée de la vérité, le conseil de discipline a annulé ma probation académique. Mais j'avais du mal à me concentrer, sachant que Chloé se battait encore chaque jour pour survivre. La date du procès de maman a été fixée à 6 mois plus tard. Son avocat multipliait les recours pour repousser l'échéance. Depuis sa cellule, maman envoyait des lettres à qui voulait bien les lire, se présentant en victime d'un vaste complot. Ses écrits, de plus en plus incohérents, paranoïaques, prétendèrent que l'industrie du régime l'avait lâchée parce qu'elle révélait la vérité sur l'obésité. Quelques anciennes amies lui rendaient une visite, mais toutes ressortaient bouleversées. Privée de son image maîtrisée, le vrai visage de maman était apparu. Elle délirait à propos du poids, de la laideur, de son échec à sauver ses filles de la prise de poids. Même les plus fidèles ne pouvaient plus nier que son obsession avait viré à la folie. 3 mois après le début du traitement, Chloé a eu comme un déclic.
Lors d'une séance de thérapie familiale, elle m'a regardé droit dans les yeux, pour la première fois depuis l'hôpital. « Je savais », a-t-elle soufflé. « Je savais que les pilules me rendaient malade, mais je les prenais quand même parce que, au moins, quand j'étais au plus mal, elle s'occupait de moi. Le thérapeute nous a aidés à mettre des mots sur tout ce qu'on avait traversé. Papa s'est effondré. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça. Nous étions tous abîmés, chacun à notre manière, tous marqués par les blessures infligées par maman. Les progrès de Chloé étaient en dents de scie. Certains jours, elle refusait de manger. D'autres nuits, elle faisait du sport en cachette. L'équipe soignante restait patiente mais ferme. On savait que la route serait longue. Anne, elle, est devenue un vrai pilier, prenant l'avion chaque mois pour être auprès de nous. Elle a raconté son propre parcours, expliquant qu'il lui avait fallu des années pour retrouver une relation normale avec la nourriture et son corps. Sa présence était une preuve vivante pour Chloé qu'on pouvait s'en sortir. 5 mois après l'arrestation, le procureur a rappelé avec des nouvelles, maman avait finalement accepté de plaider coupable à plusieurs chefs d'accusation, dont mise en danger d'enfants et violence. Elle écoperait d'au moins 8 ans de prison, 12 au maximum. Aucun contact possible avec Chloé avant ses 25 ans, et encore, seulement si elle le désirait. C'est terminé, a dit papa en raccrochant. Mais au fond, aucun de nous n'y croyait vraiment. Le centre recommandait que Chloé reste 1 an complet. L'assurance ne couvrait qu'une partie. Papa enchaînait les heures supplémentaires. J'avais trouvé un petit boulot afin d'envoyer le moindre centime possible. Tante Julie a lancé une collecte à l'église. Même Madison a contribué, toujours hantée par le rôle qu'elle avait joué malgré elle dans les plans de maman. Au fil des semaines, Chloé reprenait du poids et retrouvait peu à peu son visage d'avant. Ses joues se regonflaient, ses cheveux repoussaient de plus épais. Mais le vrai changement, on le voyait dans ses yeux. La vie revenait, tout doucement. La condamnation de maman est tombée un mardi pluvieux. Nous n'avons pas assisté à l'audience. Papa répétait que ce serait lui donner l'attention qu'elle cherchait. À la place, on est restés tous ensemble au centre avec Chloé, à jouer à des jeux de société, regarder des films, profiter simplement de moments familiaux qu'on ne s'était jamais permis jusque-là. Les journaux, eux, ont relayé la déclaration de maman devant le tribunal. Elle n'éprouvait aucun remords, persuadée que la société finirait par lui être reconnaissante d'avoir essayé de sauver ses filles de l'obésité.